Bonjour, bienvenue à tous dans cette 4e édition de Digitals. Nous allons faire le point aujourd'hui et prendre le temps pour le faire, pour parler de ces nouveaux médicaments contre la maladie d'Alzheimer. On les attendait depuis si longtemps et vous allez voir, l'actualité est extrêmement riche. Cette émission intervient dans le cadre de la Semaine du cerveau, avec des événements organisés dans une centaine de villes en France, et également au niveau européen, dans une centaine de mairies et de pays. Et nous allons aujourd'hui parler dans le cadre de cette Semaine du cerveau, de l'importance de la recherche du cerveau. Alors, où en sont ces nouveaux traitements ? Sans promesse inutile, c'est vraiment ce que nous voulons faire ce soir. Que disent les études ? À qui vont-ils s'adresser ? À partir de quand ? Toutes ces questions, on se les pose tous. Et pour y répondre, nous avons invité les meilleurs spécialistes du sujet. Tout d'abord, le professeur Bruno Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, chercheur, directeur scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer, fondation qui organise cette émission. Bonjour, professeur Audrey Gabelle. Vous arrivez, de Montpellier. Vous êtes professeur de neurologie au Centre Mémoire de ressources et de recherche de Montpellier, enseignante-chercheuse à l'Institut des neurosciences à l'Université de Montpellier. Bonjour à vous. Bonjour. Docteur Hélène Maulion, bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Lyon, hôpital neurologique, responsable du CMRR, Centre Mémoire donc de ressources et recherche de Lyon, et responsable des essais thérapeutiques développés à Lyon. Et puis nous avons aussi à distance, est-ce qu'il est avec nous en direct du Canada? Mais oui, je le vois. Bonjour professeur Serge Gauthier, vous êtes professeur émérite en neurologie et en psychiatrie, co-directeur du programme de formation sur les troubles neurocognitifs à l'université McGill. Et pour élargir ce sujet, nous vous avons invité pour parler de ce qui se fait aussi sur le continent américain. Alors tout au long de l'émission, vous qui nous écoutez, vous pourrez poser vos questions. Et la particularité de cette émission, c'est que nos spécialistes pourront vous y répondre en direct. N'hésitez pas, via notre chat, à poser vos questions et moi, je serai votre interprète. Professeur Bruno Dubois, bonjour. Vous êtes, je l'ai rappelé, neurologue, membre de l'Académie de médecine et surtout chercheur. Alors, pour un chercheur, ces derniers mois, c'était vraiment l'effervescence. Racontez-nous ce que vous en retenez et à quel point cela va changer la façon de prendre en charge la maladie d'Alzheimer. Oui, vous avez raison, ça bouge beaucoup dans le domaine de la recherche. Ça, c'est sûr que la maladie d'Alzheimer devient un enjeu de recherche très intéressant, à la fois dans le domaine, et on va en parler, à la fois dans le domaine diagnostique et dans le domaine thérapeutique. Alors, je voudrais d'abord peut-être commencer par le domaine diagnostique, car nous avons depuis quelques semaines, mois, je dirais, des informations nouvelles concernant des biomarqueurs de la maladie que l'on peut identifier dans le sang, dans le plasma, dans le sang. Et ça, c'est un progrès considérable. On va en parler. C'est un progrès considérable. Pourquoi ? Parce que jusque-là, on ne pouvait affirmer le diagnostic de la maladie que par un geste assez invasif, coûteux, qui n'était pas toujours adapté pour le repérage facile, c'était la ponction lombaire. Aujourd'hui, on a peut-être l'espoir de pouvoir retrouver ces marqueurs, cette fois-ci dans le sang, sauf que, comme les concentrations sont très faibles, il faut des techniques ultra sensibles, et c'est ce qu'on est en train de développer. On va en parler tout à l'heure. Donc la spectrométrie de masse et puis de nouvelles machines qui nous permettent de repérer, tout au moins dans la recherche, et là j'ai montré une petite diapositive d'un travail que nous avons fait à la Salpêtrière qui montre que en recherche, on arrive à bien, vous voyez, séparer les deux populations. Alors, il y a même des résultats plus récents, beaucoup plus puissants, qui viennent d'être publiés, vous voyez, en 2024, très récemment, et qui montrent, et je vous demande simplement de regarder celle qui est en haut à gauche, vous voyez, on voit, c'est très intéressant qu'il y a une très bonne corrélation, je dirais, entre ce qui est vert et à droite, ce qui est pathologique, et ce qui est gris et à gauche, et qui est normal. Normal défini par le taux d'amyloïde. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'on arrive bien à séparer maintenant les populations, en gros, normales et les populations pathologiques, simplement par cette prise de sang que l'on fait et qui nous permet de rechercher ce qu'on appelle la protéine phospho-tau, la protéine tau. Donc, vous voyez, c'est bien, il n'y a pratiquement plus de chevauchement. On arrive simplement avec cette prise de sang sanguine à séparer les deux populations. Alors, le problème, c'est que on fait ça en recherche, c'est-à-dire sur des patients qui sont hyper choisis, avec des méthodes d'analyse extrêmement rigoureuses, avec ce qu'on appelle les méthodes préanalytiques, c'est-à-dire le temps que l'on fait entre la prise de sang et l'analyse est très rapide, dans des conditions optimales.
ça marche dans les conditions optimales. Dans la vraie vie, est-ce que ça va marcher? Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est d'arriver, si vous voulez, à transposer ce résultat dans la pratique clinique. C'est-à-dire, est-ce que quand on fait ça chez une personne un peu âgée, qui a de la copathologie, qu'on fait ça rapidement, le tube est laissé d'une demi-heure au chaud sur la paillasse, etc., est-ce qu'on aura quand même un résultat fiable? Parce que le risque, c'est que si on s'engage dans la clinique et qu'on dit à quelqu'un, il y a un biomarqueur positif, il faut qu'on soit sûr que c'est un biomarqueur positif. Voilà, donc transposer ça dans la clinique, et c'est un des enjeux aujourd'hui d'arriver à le démontrer. Mais une fois qu'on l'aura démontré, ça va nous permettre, ça aura des perspectives très intéressantes, ça va permettre de faciliter le diagnostic, puisque chez les gens qui ont des troubles, je dis bien, chez les gens qui ont des troubles, chez lesquels on se dit, c'est très probablement une maladie d'Alzheimer parce qu'il y a un syndrome amnésique tel qu'on l'a décrit, etc. Bon, il y a des troubles du langage, il se perd dans la rue, ça. Il suffira de faire la prise de sang et ça permettra de rattacher formellement le tableau clinique à la réalité biologique de la maladie. Lever des doutes chez des personnes qui ne savent pas où elles en sont et voilà. ce doute est très difficile à vivre. La ponction lombaire, vous voyez, ça va faciliter le diagnostic chez les patients malades, d'accord. Mais ça permettra peut-être aussi, ça c'est une question qui nous intéresse tous et toutes là ici, c'est d'envisager la prévention, c'est-à-dire qu'il est possible à ce moment-là, si, comme je l'ai dit, on arrive à le transposer dans la clinique. Il sera alors possible, probablement, de repérer des gens qui ont des lésions de la maladie alors qu'ils n'ont pas encore les symptômes. Pourquoi? Parce que la particularité de cette maladie, c'est qu'on a les lésions bien avant d'avoir les symptômes. Si on peut repérer les lésions avec ces biomarqueurs, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut tout à fait inscrire ça dans une problématique de prévention, à deux conditions. La première, c'est qu'on a des médicaments qui vont nettoyer les lésions et donc retarder l'entrée dans la maladie. Ça, on ne l'a pas encore démontré du tout. Et la deuxième raison, il faut s'assurer que le fait d'avoir des lésions certifie qu'on va bien développer la maladie. Donc, vous voyez, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est là que la FRA, la Fondation pour la recherche Alzheimer, joue son rôle. Parce que la FRA soutient la recherche. C'est le premier financeur français privé de la recherche. Et elle soutient cela dans différents domaines, et notamment dans le domaine de la recherche clinique. Par exemple, je vous montre quelques projets scientifiques dans le domaine des biomarqueurs qui ont été soutenus par la FRA. D'abord, la bonne question, c'est ce que je viens de vous dire. Peut-on se fier en pratique clinique aux marqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, c'est un projet de recherche qui est soutenu par la FRA et on a la chance d'avoir Audrey Gabel, qui est un des chercheurs de ce projet, et elle travaille justement là-dessus. Ça va être très intéressant de voir ce résultat. La deuxième projet qu'on soutient, peut-on doser de nouveaux biomarqueurs dans le sang pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer et de tauopathie, avec d'autres techniques que les techniques actuelles, notamment la spectro de masse. Et là, cette fois-ci, on le corrèle à des données qui viennent du cerveau de patients décédés. Extrêmement puissant, Nicolas Villain à la Salpêtrière. Et puis dans d'autres maladies, peut-on réaliser le diagnostic de maladie à corps de Lévy par détection d'alpha-synucléine? Ça, c'est extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il y a un marqueur, la synucléine, qui est un marqueur de maladie de Parkinson. Eh bien, dans la maladie à corps de Lévy, il y a aussi des lésions qui s'approchent du Parkinson. Donc on est en train de travailler sur un autre biomarqueur, très intéressant. Là aussi, c'est avec l'équipe de Montpellier et de Strasbourg, et l'équipe de Frédéric Blanc, bien sûr. Et puis les données d'imagerie sont-elles corrélées aux marqueurs du LCR? Et là aussi, c'est un travail qui est fait à Strasbourg, avec cette fois-ci un marqueur de neuroimagerie, c'est-à-dire d'IRM multimodal, et qui est corrélé au LCR. Voilà, pour montrer que la FRA est très engagée dans cette recherche. Alors, je vous ai dit, recherche diagnostique, si vous avez bien suivi, mais j'ai dit aussi thérapeutique. Alors on va passer à la thérapeutique pour annoncer ce qui va venir après, simplement pour vous dire un mot sur cette fameuse immunothérapie et dans la maladie d'Alzheimer. Là, on n'est plus en train de parler de traitements qui traitent les symptômes. On est en train de parler de traitements qui traitent la maladie. Car l'idée qu'on a maintenant, c'est qu'il faut traiter la maladie et que c'est en traitant la maladie qu'on traitera les symptômes qui sont les conséquences de la maladie. Donc, voyez, on déplace complètement la cible. La cible, maintenant, c'est de traiter la maladie. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle les disease modifiers. Les disease modifiers, on les traite par immunothérapie. Et là, j'ai ressorti une vieille slide qui nous a... Regardez, elle sourit parce que ça leur rappelle des choses. Il y a 25 ans qu'on a vu cette image, 24 ans. Et là, on s'est dit, ça y est, on l'a sur des souris transgéniques, c'est-à-dire des souris qu'on a modifiées et qui expriment les lésions amyloïdes que vous voyez là. Ici, on les voit en rouge, là. Bon. Eh bien, quand on les traite avec cette immunothérapie, on nettoie le cerveau des souris. Et on s'est dit, ça y est, on a gagné. Sauf que, et là j'ai fait référence à une chanson, j'aime beaucoup les Beatles,
qui s'appelle The Long and Winding Road. C'est une route longue et sinueuse. Et longue et sinueuse parce que ça fait 25 ans qu'on attend des résultats chez l'homme. Dans un premier temps, vous voyez, l'immunothérapie active, on a eu des méningoencéphalies, patatrac, il faut partir à zéro. On est parti avec l'immunothérapie passive, on a eu énormément d'études, énormément de patients inclus, énormément de laboratoires qui sont entrés là-dedans, énormément d'argent dépensé, énormément de laboratoires qui ont décidé de jeter l'éponge, parce qu'on n'y arrivait pas. Sauf que petit à petit, grâce à toutes ces études très nombreuses qui ont eu lieu, eh bien, on est arrivé petit à petit à mieux cerner la population qu'il fallait étudier. Des populations choisies en utilisant des biomarqueurs, cette fois-ci on est sûr que ce sont bien des patients quand même à des stades précoces. Et on a travaillé sur la fameuse immunothérapie à forte clairance, c'est-à-dire celles qui sont très très fortes pour nettoyer les lésions. Et avec ces progrès, je dirais pas à pas, on est arrivé à enfin, l'immunothérapie semble efficace. Sur les lésions, très rapidement, vous voyez que entre le jour où le patient rentre dans l'étude et après 18 mois, vous voyez qu'il n'y a pratiquement plus de lésions dans le cerveau. Alors là, sur chaque courbe, chaque couleur, ce sont des médicaments très prometteurs qui sont mentionnés. Voilà, exactement. On va y revenir largement voilà, avec 3 nos médicaments invités. différents. Vous voyez, le résultat est incroyable. Ça nettoie les lésions. Bon, efficace sur les lésions, mais surtout efficace sur les symptômes. Et on va vous en parler. Il y a 2 médicaments qui sont en train de montrer des résultats extrêmement, extrêmement intéressants parce que pour la première fois, ça marche aussi sur les symptômes. Donc, ce que je vous disais au début, on va traiter la maladie pour traiter les symptômes, eh bien, on est en train d'y arriver. Et je suis là simplement pour amorcer ce qui va être dit après, qui va être dit après par mes amis et collègues. D'abord, le professeur Gauthier qui va nous dire comment ça se passe en Amérique du Nord. Il y a Audrey Gabel qui va nous dire quel est l'avenir de ces traitements. Et puis le docteur Molion qui va nous parler de l'actualité des essais en France. Voilà un peu le programme. Donc on a bien compris le grand bouleversement de pouvoir diagnostiquer d'une manière plus simple. On y est presque, il faut encore un petit peu ajuster les choses, on a des nouveaux outils, mais ça y est, on sent qu'on va pouvoir réussir avec une simple prise de sang, simple entre guillemets, tellement plus simple qu'une ponction lombaire. Grâce à ces nouvelles techniques, on va réussir à diagnostiquer le plus précocement possible, et ça a du sens. Parce qu'arrivent enfin ces médicaments qui vont pouvoir agir non pas sur les symptômes, mais sur la maladie elle-même. Et ça, c'est tout ce qu'on va expliquer de façon très précise. On le sait que ces médicaments, on en a énormément parlé cette année. C'est la grande actualité scientifique de l'année. On a pointé leurs effets secondaires possibles, etc. Tout ça a beaucoup changé. Chaque semaine, j'ai l'impression que de nouvelles informations nous arrivent sur ces médicaments. Et c'est ce qu'on va prendre vraiment le temps de détailler. Pour qui, comment, avec quel risque. Tout ça est extrêmement important de préciser pour ne pas faire de fausses promesses, mais pour expliquer à quel point on est dans une nouveauté et dans une promesse qu'on espère, il faut le dire, depuis des années, plus de 10 ans, plus de 15 ans. Vous êtes sur ce travail et on sait à quel point les chercheurs doivent être tenaces. Merci beaucoup pour avoir introduit cette session Allo Montréal, ici la France. Je vais maintenant vous demander, professeur Serge Gauthier, de prendre la parole, car naturellement, on le sait, la recherche est désormais mondiale et ces médicaments porteurs d'espoir, mais ils ne sont pas réservés à l'Europe, on s'en doute. Alors, vous êtes co-directeur du programme de formation sur les troubles neurocognitifs à l'université McGill, je l'ai dit. Racontez-nous quelle est la perception globale de ces traitements au Canada et peut-être plus globalement en Amérique. Est-ce que c'est différent chez vous? Est-ce que les choses se présentent différemment? Alors, merci de votre invitation. Si c'est possible de voir la diapo, voilà, merci. Alors, me voilà, vous m'aviez très bien présenté. Avec toujours la un suivante, très joli nœud papillon. Là, on voit qu'on a gardé le même homme. Tout à fait. En fait, c'est utile pour que les patients se souviennent qui est ce docteur, qui est rigolo et qui a un nœud papillon. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais partager avec vous comment on s'est préparé au Canada depuis un peu plus d'1 an pour l'arrivée des nouvelles molécules. Et peut-être que vous pouvez tirer de ces remarques des observations qui seront utiles pour votre propre préparation. Je dois souligner au départ que le système de santé canadien est bien différent du système américain. Au Canada, nous avons l'assurance maladie universelle
de la naissance jusqu'à la mort. Et chaque partie du pays, chaque province décide de ce qui est payé comme test diagnostic et de ce qui est payé comme médication. L'autre considération, c'est que les médicaments symptomatiques que vous connaissez sont remboursés partout au Canada. Il n'y a pas eu d'interruption de remboursement. Oui, alors qu'en Europe, enfin en France, les médicaments, enfin le remboursement Voilà. a été en effet arrêté il y a quelques années. Voilà. L'autre différence, si je peux être honnête avec vous, c'est qu'on a impliqué les médecins de famille dès le départ, dès l'arrivée de l'Aricept, qui est maintenant mieux connu sous le nom de Donepezil, et qu'on a périodiquement, à peu près aux 5 ans, depuis 1991, eu l'occasion de se rencontrer entre spécialistes et médecins de famille et infirmières et pharmaciens pour regarder les données probantes et rédiger ce qu'on a appelé les conseils de bonne pratique. Le terme officiel, vous le voyez ici, Conférence consensuelle canadienne sur le diagnostic et le traitement des démences. Alors, je vais revenir là-dessus dans un instant. Juste introduire mes 3 autres points. Qu'il y a un effort de regroupement multidisciplinaire. Je crois que vous le faites déjà en France très bien, mais je vais vous souligner comment les gouvernements au Québec et les cliniques dans le reste du pays anticipent l'arrivée des tests biologiques, diagnostiques et l'arrivée des nouvelles molécules. Je vais insister sur le fait que Montréal a contribué de façon importante à la validation des tests sanguins parce qu'on a une cohorte de 900 volontaires qui, depuis 10 ans, a des scans du cerveau, incluant l'amyloïde et tau, ponction lombaire et prélèvement sanguin à tous les 2 ans. Et on a pu aider à démontrer l'utilité des tests biologiques pour le dépistage. Il faudra toujours une confirmation par un test plus compliqué si vous voulez avoir accès aux nouvelles molécules anti-amyloïdes. Et enfin, je vais parler de l'effort qui est en cours pour utiliser l'expérience américaine pour utiliser rapidement les nouvelles molécules lorsqu'elles seront approuvées au Canada. Alors, la suivante, c'est quelques remarques complémentaires sur l'effort soutenu depuis 1991 pour impliquer les médecins de famille. Et je vous engage, je vous recommande fortement de les impliquer dès maintenant, parce que pour trouver les personnes qui ont des troubles cognitifs légers, le stade le plus précoce des symptômes de maladie d'Alzheimer, il faut vraiment travailler avec les médecins de famille et développer un algorithme qui est référé aux cliniques en spécialité. Et la suivante, c'est quelques points de repère pour les médecins de famille basés sur les données disponibles en 2020. On insistait à l'époque, et on le fait encore, sur la réduction des risques, les 12 facteurs de risque modifiables pour la maladie d'Alzheimer. C'est un objectif socio-sanitaire important. Alors, réduction des risques cardiovasculaires, socialiser les gens, corriger les pertes d'audition, etc. Le dépistage et le diagnostic, on en parle aujourd'hui. Ça va s'améliorer avec la disponibilité de tests sanguins, les fragments de protéines tau dont parlait Bruno. La déprescription, alors ça, c'est une chose que vous avez créée en France. Nous aussi, on s'est adapté au fait que lorsqu'on atteint un certain stade de démence, le donepezil n'est peut-être plus indiqué, de même la mémantine. Alors, on a trouvé une façon de déprescrire en toute sécurité pour la personne et expliquer aux malades pourquoi, aux familles, pardon, pourquoi on doit arrêter maintenant. Les interventions non pharmacologiques aussi sont importantes. Pour nous, on a développé un peu sur le modèle Finger, des combinaisons d'exercices physiques, d'entraînement cognitif, une bonne alimentation, etc. Alors, ça, c'est la mise en contexte pour l'effort de développer entre nous, entre cliniciens, pharmaciens, infirmières et familles et personnes à risque ou personnes avec symptômes, une approche consensuelle. La suivante, s'il vous plaît. La diapo suivante, voilà. Alors, l'effort de regroupement multidisciplinaire qui va être essentiel pour gérer les nouveaux médicaments. Alors, il y a 2 modèles. La suivante, la diapo suivante. Alors, le modèle qui est hors Québec, c'est un modèle qui s'appelle MINT, Multi-Specialty Interprofessional Team. Alors, vous voyez au centre, dans le cercle bleu, le concept. Le diagnostic et la prise en charge des gens qui ont des troubles cognitifs légers et une démence de différents types doit être d'emblée en première ligne. Médecine de famille, mais enrichie d'autres professionnels de la santé
ergothérapeute si nécessaire, travailleuse sociale, pharmacie. Et ça va être important, le rôle des pharmaciens pour les nouvelles molécules qui sont biologiques et qui vont demander à être manipulées de façon particulière. Et les gens sont référés à des cliniques spécialisées seulement s'il y a un besoin particulier, par exemple des troubles de comportement. Et maintenant que les nouvelles molécules vont être disponibles, qui référer? Il faut trouver des gens qui sont fort probablement amyloïdes positifs et qui n'auront pas de contre-indication pour utiliser les nouvelles molécules. Alors, on pourrait revenir là-dessus, si vous le souhaitez, dans la période de discussion. La suivante, c'est une illustration, je crois, de la distribution géographique. Alors, vous voyez, c'est un grand pays et chaque province, il y en a 10, gère l'accès aux médicaments et aux tests biologiques après l'approbation centrale fédérale. La suivante, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, pour insister que pour la majorité des gens qui ont une démence causée par l'Alzheimer ou maladie à corps de Lewy ou vasculaire ou mixte, 90% des gens, c'est géré en première ligne et 10% seulement actuellement sont référés en clinique de spécialité. Ça va peut-être changer avec l'arrivée des nouvelles molécules parce qu'on va faire peut-être plus de diagnostics de maladies d'Alzheimer au stade très précoce, au stade de troubles cognitifs légers. Et il va y avoir plus d'intérêt du public aussi à consulter. La suivante, pour le Québec, nous avons un plan Alzheimer. La diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, ça, c'était simplement pour dire qu'il y avait une analyse du coût-bénéfice d'avoir des cliniques du type MINT. Et effectivement, pour ce qui est de la prise en charge sur plusieurs années après le diagnostic, l'utilisation des médicaments symptomatiques, et le support à la famille et aux malades à travers les différents stades, vous économisez de façon évidente. Il y a une augmentation des mesures de qualité de vie aussi lorsque la prise en charge est multidisciplinaire en première ligne. La suivante. Voilà. Alors pour le Québec, ça a été une approche un peu plus top-down. C'est-à-dire que c'est le gouvernement provincial qui a créé un plan Alzheimer qui était orienté surtout vers les médecins de famille. Et nous avons une structure qui s'appelle le groupe de médecine familiale où 8 à 10 médecins de famille sont regroupés. Et l'idée était qu'un d'entre eux aurait un intérêt pour les troubles neurocognitifs. Alors, on a en cours cette semaine, effectivement, une discussion pour savoir comment gérer l'utilisation des nouveaux tests diagnostiques et l'utilisation des nouvelles molécules. Alors, même avant l'approbation fédérale, on est déjà au niveau provincial en train de s'y préparer. La suivante. Les autres points vont être un peu plus rapides. Alors, la réflexion sur l'utilisation des tests biologiques comme complément à l'évaluation clinique. Alors, la clinique doit toujours précéder les tests biologiques et qui référer aux cliniques spécialisées. Alors, j'ai aussi, comme Bruno, une belle image, la suivante. C'est une des nombreuses publications. Vous voyez à gauche, dans le carré rouge, la distinction entre les gens qui ont une maladie d'Alzheimer cliniquement évidente et ceux qui ont des troubles cognitifs légers, avec une des molécules dont on parle, les fragments de protéines tau, où elles ont un numéro. Alors ça, le public pourrait être intéressé à suivre, et surtout le public scientifique qui nous écoute. Le 217, c'est celui qui a été le plus étudié, mais il y en a d'autres, le 181, puis il y a le 237, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas encore de numéro, ils ont seulement des chiffres, des lettres. Alors, à suivre. On ne sait pas encore laquelle va être la plus utile pour le diagnostic précoce et laquelle la plus utile pour indiquer une réponse au traitement. On pourrait revenir là-dessus si vous le souhaitez dans la période de questions. La suivante, le dernier point que je vais vous proposer, alors c'est l'utilisation de l'initiative américaine au moment de l'approbation des nouvelles molécules pour les utiliser au mieux avec les données disponibles. Et c'est une initiative surtout de Jeff Cummings de Las Vegas. Et je vais vous montrer les publications. La suivante, s'il vous plaît. Alors, ce que les Américains ont fait, c'est qu'ils se sont réunis à 8 ou 10 cliniciens. Ce n'est pas une initiative du gouvernement fédéral ni d'un gouvernement d'un État. C'est vraiment un bottom-up. Alors, c'est une initiative que je vous encourage à considérer comme clinicien. Vous ramassez toutes les données disponibles et vous écrivez un article qui peut être mis à jour périodiquement en fonction des données disponibles pour l'utilisation optimale des molécules. La suivante. Alors, pour conclure mes remarques, vous notez qu'on a une approche proactive de la part des cliniciens depuis déjà plusieurs années et qui implique
toutes les disciplines concernées, incluant la médecine de famille. Même si la molécule n'était pas approuvée au Canada ni en France, on va quand même améliorer la qualité du diagnostic. On va faire des diagnostics d'Alzheimer plus tôt et de façon plus précise. C'est déjà acquis. Et pour ce qui est d'utiliser l'expérience américaine, là, je vais ajouter les échanges que nous avons eus à Lisbonne la semaine dernière pendant le congrès AD/PD. Alors, depuis la mise en marché du lecanemab aux États-Unis, plus de 2000 personnes reçoivent les infusions à toutes les 2 semaines. Ils ont un registre central au niveau du pays. Je ne sais pas jusqu'à quel point les détails cliniques sont inscrits dans le registre, mais c'est une façon pour le gouvernement fédéral de suivre l'utilisation de la molécule. J'ai vérifié aussi, il y a quelques heures, le médicament est remboursé par le système de Medicare. Il y a probablement des conditions qui s'appliquent. Il y a quand même de l'argent que les gens doivent payer de leur poche. Ce n'est pas 100% couvert par leur assurance maladie. Pour ce qui est du donanemab, dernière mise à jour, il y a un retard pour l'approbation et les cliniciens qui étaient déjà prêts à publier les bonnes pratiques d'utilisation du donanemab, on attend. Et nous espérons pouvoir au Canada avoir notre propre approche clinique basée sur les données disponibles d'ici la fin de cette année. Alors, merci et bonne continuité. Merci beaucoup. Donc, on sent que beaucoup de choses sont sur le point, sont en train de se faire. Vous avez l'air quand même très confiant dans la façon dont vous présentez les choses. Et le système de soins canadien se prépare, vous le dites, à mettre en application, à utiliser tous ces nouveaux traitements. Vous êtes très confiant? Oui, tout à fait. Ce sera pour une population assez restreinte. On peut revenir plus tard, si vous le souhaitez, quelle serait la population idéale pour les nouvelles molécules. Mais je dois aussi vous souligner qu'il y a des essais cliniques qui se terminent cette année avec des molécules orales qui pourraient avoir un effet semblable sans les complications dont on va parler dans quelques instants. Très bien. On va parler effectivement de ce qui se fait en France. Le professeur Gauthier a bien insisté sur le fait que les tests vont servir à la fois pour dépister, mais aussi pour suivre les malades. Ça, c'est vraiment des choses très importantes. Il va y avoir des registres qui vont être faits justement pour... Parce qu'il faut quand même le dire, et je pense que ça va être souligné, mais il faut quand même bien expliquer qu'on n'est pas malheureusement encore face à des médicaments qui vont bloquer l'évolution de la maladie ou même régresser. On est avec des médicaments qui, de toutes les façons, n'empêchent pas que la maladie continue à s'aggraver. Mais elle s'aggrave moins. Donc on gagne du temps. On gagne du temps. L'objectif, c'est vraiment de gagner du temps. Merci à vous. Retour en France. Donc, bien écoutez, on va mettre le cap sur Montpellier, la ville où vous travaillez, professeur Audrey Gabelle. J'ai dit, vous êtes neurologue, enseignante-chercheuse à l'Institut des neurosciences à l'Université de Montpellier. Et je vais vous demander de nous faire plonger dans le grand bain avec cette fameuse molécule dont on parle énormément, le lecanemab. Racontez-nous ce qu'on en sait aujourd'hui et pourquoi il suscite tant d'espoir. Exactement, beaucoup d'espoir parce que après des années d'échecs, comme l'a souligné le professeur Dubois, on a enfin plusieurs essais de phase 3, donc des essais avancés dans l'aspect recherche du médicament sur des milliers de personnes partout dans le monde et plusieurs essais avec 3 molécules qui montrent des résultats tout à fait cohérents sur l'ensemble de cette classe thérapeutique. Bien sûr, les mêmes types de populations, et on en parlera, des patients à des stades précoces de la maladie, et des effets à la fois sur la cible. Clairement, ça touche la cible, ça nettoie les plaques amyloïdes au niveau cérébral. Ça a un impact clinique avec des modifications et un ralentissement de la progression clinique, quels que soient les traitements. Et puis, bien sûr, des effets secondaires quand même potentiels. La majorité sont asymptomatiques, mais ça nécessite une surveillance particulière et en particulier une surveillance imagerie pour ces patients, ce qui va aussi être peut-être un souci ou en tout cas une nécessité de surveillance spécifique pour ces patients. Alors ça veut dire quand même que depuis quelques années, l'aducanumab a été mis en place sur le marché aux États-Unis. Il a récemment été arrêté, mais le traitement par neuroimmune va se poursuivre potentiellement en développement sur des formes sous-cutanées. Et donc les 2 grandes molécules qui arrivent, qui sont le lecanemab
fait par le laboratoire Eisai et Biogen, pour lequel il y a eu l'accès aux États-Unis, plus de 2500 patients actuellement traités, et on espère des résultats, ou en tout cas un accord aussi sur l'Agence européenne du médicament, autour du 20 mars, donc vraiment très très tôt, et la possibilité en France d'avoir un accès précoce, donc d'avoir quelques mois après cet accord, si tous les feux sont au vert, la possibilité d'avoir en prescription dans des centres dédiés ce type de traitement. Et puis juste derrière, le donanemab, même type d'implication au niveau des résultats et au niveau potentiel des effets secondaires. Ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, un impact sur le ralentissement du déclin, que ce soit avec le lecanemab ou que ce soit avec le donanemab. On parle entre 27, 35, 36% de différence avec des scores cognitifs et fonctionnels un peu différents en critères principaux dans les deux études. Mais clairement, au bout de 18 mois, 19 mois, une différence avec l'aspect placebo. Vous voyez sur les courbes en vert ou en noir le placebo et en vert le traitement, et potentiellement déjà des effets assez précoces, dès 6 mois, peut-être même 3 mois, pour les formes les plus précoces de la pathologie. Donc clairement, des études de phase 3 positives avec un début d'impact clinique. Alors ça va consister en quoi, si on a cet accès précoce, si on a cet accord de l'Agence européenne du médicament, pour nous en France, il va falloir identifier les meilleurs candidats à ces traitements. Et ça va potentiellement être sur le même type de population que ce qu'il y avait dans les essais thérapeutiques. Donc ça veut dire des patients à des stades troubles cognitifs légers ou à des stades débutants de la maladie. Et d'où l'importance d'un diagnostic précoce, d'un diagnostic aussi avec des biomarqueurs, parce qu'il faudra montrer qu'il y a les lésions amyloïdes qui sont la cible de ces traitements, et puis avec la nécessité de regarder, d'avoir des précautions particulières sur certains facteurs qui sont plus à risque de développer les effets secondaires, en particulier donc, ce qu'on appelle les ARIA, qui sont des modifications soit hémorragiques, soit œdémateuses au niveau cérébral, et qui sont plus à risque chez les patients qui présentent un statut, une forme de susceptibilité génétique avec les ApoE4 ou certaines comorbidités vasculaires. Donc c'est vraiment, on n'a pas encore le label ou d'éventuelles restrictions de ces types de prescriptions en Europe, mais on pense que ça va quand même se situer autour des mêmes critères d'inclusion des essais thérapeutiques. Et puis, on va aussi sur l'identification de profils spécifiques des meilleurs candidats à ces traitements, aussi en termes de réponse au traitement. Et là, la semaine dernière, le laboratoire Lilly a présenté des données au-delà des tests cognitifs, parce que c'est vrai que la pertinence de quelques points sur des échelles peut être toujours débattue. Mais là, ils ont fait une extrapolation de leurs résultats sur les aspects de déclin avec un marqueur qui est un marqueur plus de dépendance. Donc à partir de quand les gens ou combien de temps on gagne en étant autonome. Et on voit que sur la première courbe, vraiment en vert, c'est les patients qui sont à des stades débutants de la maladie avec une faible charge en protéines tau cérébrales. Et si on extrapole ces données, on peut gagner jusqu'à 37 mois en autonomie, alors que les patients qui sont déjà un peu plus avancés dans la maladie, le gain serait de 4 à 6 mois. Alors c'est déjà ça. Ce sont des données qui nécessitent confirmation, c'est des simulations, des extrapolations des datas actuelles, mais c'est tout à fait encourageant pour l'aspect perte d'autonomie et dépendance, maintien de ces patients dès les stades très précoces. Mais ça veut dire aussi être en capacité d'identifier ces patients à des stades très précoces. Le plus tôt possible. Exactement. Pour que ce soit le plus efficace possible. Exactement. Hein, c'est vraiment et dans important. Cet élément-là, il y a aussi, comme le professeur Dubois l'a dit tout à l'heure, l'aspect de clairance d'amyloïdes, l'aspect de nettoyage des plaques. On sait que plus les gens qui nettoient rapidement en fait, les plaques avec ces traitements ont les meilleurs résultats en termes cliniques, en termes d'autres biomarqueurs, en termes de nettoyage des plaques et surtout de nettoyage aussi de la tau. Et donc, pareil, sur des données d'identification de ces
personnes qui nettoient rapidement, donc en moins de 24 semaines, ils passent au-dessous du seuil de détection en fait, de l'amyloïde. Avec des modèles mathématiques, on est en capacité d'identifier les facteurs qui prédiraient ce type de patient. Donc d'identifier les meilleurs finalement potentiels répondeurs à ces molécules. Bien sûr, ça nécessite aussi confirmation sur des plus larges échelles, mais c'est tout à fait encourageant vers une médecine personnalisée et d'identification en fait, des cibles. Alors en France, on a commencé aussi à intégrer bien sûr les médecins généralistes dans le parcours de soins. On a un parcours de soins diagnostique avec une stratégie diagnostique graduée qui est tout à fait validée par les différentes sociétés savantes. On a la chance d'avoir la Fédération des centres mémoire, un maillage territorial très important, plus de 400 centres mémoire, des centres mémoire recherche qui ont aussi participé aux essais thérapeutiques, donc qui sont tout à fait au fait des critères d'inclusion, des éventuelles surveillances, effets secondaires, etc. On a une vraie formation de qualité des personnes qui sont à l'intérieur de ces centres grâce au diplôme universitaire. Et puis, ça fait quand même un certain temps qu'on travaille sur les marqueurs diagnostiques, en particulier sur nos plateformes avec une harmonisation sur le liquide céphalorachidien avec la ponction lombaire et maintenant sur le plasma. Et puis, par rapport à d'autres pays européens, on a cette possibilité d'avoir cet accès précoce. Donc si on a l'accord, en quelques mois, d'ici cet été ou septembre, on pourrait avoir accès à ces traitements. Alors bien sûr, il faudra continuer d'optimiser notre parcours, continuer d'optimiser le suivi pour être en capacité à repérer à plus large échelle en développant des outils de détection. On l'a discuté, les outils plasmatiques. Et donc grâce à la Fondation Recherche Alzheimer, on a ce projet ALZAN où on compare en pratique clinique de routine l'utilisation de ce test sanguin en phosphoto 217 par rapport au liquide céphalorachidien. On a déployé aussi, on est en train de déployer des projets avec les médecins généralistes pour faire ces dosages-là sur du buvard et également d'analyser ces données dans les centres mémoire comme une sorte d'arbre décisionnel. Est-ce qu'on aura, du coup, si c'est positif, est-ce qu'on peut limiter les autres investigations? Et puis, il y a plein d'autres outils de détection, de diagnostic et de suivi. Il y a tout le champ des outils digitaux. On en parlera aussi dans les rencontres de neurologie comportementale. Il y a l'aspect des outils de détection et de prédiction de l'amyloïde uniquement sur l'imagerie. Et puis, il y a des outils qui sont en train de se développer de détection automatisée des ARIA qui pourraient aider aussi les neurologues, les radiologues ou les neuroradiologues à mieux identifier ces effets secondaires potentiels pour limiter les risques aussi des patients. Et puis, c'est vraiment identifier les meilleurs répondeurs. On parle aussi de pouvoir peut-être arrêter certains traitements au bout d'un certain temps quand il n'y a plus de charge amyloïde. On parle aussi de combiner les thérapies et de faire aussi avec des éléments de prévention. En France, on a des registres qui vont nous permettre d'avoir cette phase 4 de pharmacovigilance. On a bien évidemment la base nationale Alzheimer. Le CHU de Lyon développe aussi des bases type OFMEM. Et puis, on peut participer à des registres internationaux. On sera en nécessité aussi, comme au Canada, de développer des études médico-économiques pour avoir l'impact de ces biomarqueurs et l'impact de ces nouveaux traitements sur le parcours de soins. Donc vraiment, des traitements ciblés qui sont potentiellement disponibles d'ici quelques mois, donc beaucoup d'espoir, avec la nécessité de faire un diagnostic le plus précocement possible, le plus précisément possible avec ces biomarqueurs. Et puis, le parcours de soins qui, de fait, comme au Canada, est déjà en train d'évoluer de façon multimodale avec plein de types de biomarqueurs. Et l'avenir, c'est aussi une médecine personnalisée, parce que quand on aura plusieurs traitements, et on l'espère sur le marché, il faudra aussi répartir le bon médicament au bon patient. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé des réglementations européennes. Est-ce que la réglementation française, elle est liée à la réglementation européenne? Est-ce que ça peut être des freins pour nous? Alors en fait, ça ne sera pas forcément un frein. Après, on ne sait pas quelles restrictions en termes ou de population ou de surveillance, de registre ils vont demander en termes de label. Mais s'il y a l'accord, on a plutôt un atout en France qui est cet accès précoce. C'est anciennement les autorisations temporaires d'utilisation de médicaments, les ATU, qui ont évolué sur ces aspects accès précoce. Et ce qu'on
pense savoir, c'est que le laboratoire va demander ces accès précoces dans les pays européens qui ont cette possibilité, dont la France. Alors, on sent votre prudence, hein, vous mettez beaucoup faites très attention à ne pas promettre trop, mais il y a quand même un grand enthousiasme là, j'imagine, dans les laboratoires de recherche. Bien évidemment, on est très motivés, on est très très enthousiaste. Après, c'est vrai qu'il y a tellement eu de hauts et de bas dans les traitements Alzheimer qu'on est toujours un peu à se demander si ça va vraiment finir par arriver. Mais on n'a jamais été aussi près. On parle d'un résultat, ou en tout cas de l'accord potentiel de l'Agence du médicament, c'est la semaine prochaine ou dans 10 jours. On est vraiment au cœur de l'actualité très chaude. Et si ça marche, on aura ça pour cet été. Donc là, on est vraiment au cœur, comme vous dites, d'un changement, d'un réel changement. Vous avez souligné les changements dans l'organisation des soins. Alors souvent, on entend les gens dire « Oh, mais est-ce que ça va être réservé aux personnes qui habitent à Paris ?» Alors vous n'habitez pas à Paris. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre à tous ces patients et toutes ces familles en attente? Donc non, ce ne sera pas que pour Paris. Et grâce en fait aux différents plans successifs, en fait, on a un réseau et un maillage territorial très important des consultations mémoire et des centres mémoire ressources recherche. Donc il est peut-être possible que ça soit réservé tout au début, le temps que on comprenne mieux l'impact de ces traitements, les éventuels effets secondaires en vie réelle à certains centres dédiés, pour après être ouvert de façon beaucoup plus large. Très bien, merci beaucoup. Et puis, on va continuer à creuser le sujet avec vous. On va partir à Lyon maintenant, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas que Paris. Hélène Maulion, bonjour. Vous êtes donc lyonnaise. Vous dirigez l'un des 2 centres de recherche et d'essais thérapeutiques à Lyon sur ce sujet. Alors, je suppose que les candidats sont très nombreux pour solliciter la possibilité d'entrer dans ces essais. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous sélectionnez les patients qui vont pouvoir participer à ces essais? Alors, ils ne sont pas si nombreux que ça, parce que je pense que tous les patients n'ont pas accès à cette information-là, malheureusement, alors qu'il faudrait vraiment que tout le monde sache qu'il y a cette possibilité de participer à des essais thérapeutiques. Et ensuite, la sélection, elle se fait de fait parce que pour participer à un essai thérapeutique, il y a des critères très stricts en termes de stade de la maladie, de difficulté, d'absence de pathologie évolutive associée, d'âge. Enfin, il y a tout un ensemble de critères qui fait que finalement, il y a à peu près 10%, je pense, des patients, si on regarde globalement, qui pourraient être volontaires, qui finissent par pouvoir être inclus dans les essais. Très bien, donc là, quand on démarre ces essais, on ne sait pas, vous allez nous expliquer comment ça se passe, on ne sait pas si on fait partie du groupe placebo, donc qui reçoit une molécule inactive, ou du groupe... comment est-ce que vous leur expliquez tout ça aux patients? On leur explique que c'est absolument nécessaire d'avoir ce bras placebo pour pouvoir comparer dans les mêmes conditions par ailleurs la molécule active, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on participe à un essai thérapeutique, on va bénéficier d'un suivi particulier, on va faire des examens un peu plus poussés qu'on ne le fait dans le soin courant, et que du coup, ceci va pouvoir modifier ce que l'on observe de la maladie. Dans le sens plutôt positif d'ailleurs, et qu'on a besoin d'avoir des patients qui réalisent toutes ces étapes dans les mêmes conditions, mais dont certains vont recevoir la molécule active et dont les autres vont recevoir le placebo. Et en plus de ce placebo, il y a bien sûr la notion d'aveugle pour... déjà, la répartition se fait au hasard. On ne choisit pas à la tête du client qui on va mettre dans le bras placebo ou qui on va mettre dans le bras actif. C'est vraiment randomisé, donc pour être attribué au hasard. Et puis, ça se fait en double aveugle, c'est-à-dire que ni les patients ni les investigateurs ne savent dans quel bras se trouve tel ou tel patient pour rester le plus objectif possible. Alors, on a parlé jusqu'à maintenant des champions parmi les pistes de recherche, mais il y a beaucoup de recherches avec beaucoup de pistes différentes, ce qui participe d'ailleurs à l'enthousiasme des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres pistes de recherche? Oui. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire de catalogue non plus de tout ce qui est en cours, parce que ce serait un peu fastidieux et je pense que je me perdrais un petit peu dans les détails. Donc, je vais juste faire quelques rappels généraux et puis rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
C'est vrai que ces résultats dont on parle aujourd'hui ouvrent vraiment des perspectives dans la prise en charge des traitements et sont vraiment source d'espoir. On espère qu'effectivement on va en disposer. On est tous à croiser les doigts pour que ce soit le cas très rapidement et que ça va permettre donc de prendre mieux en charge les patients et puis possiblement aussi de modifier le regard qui est porté sur cette maladie qui n'est pas toujours aussi bienveillant qu'on le souhaiterait. Ça a permis aussi de souligner le rôle de la protéine amyloïde dans la physiopathologie de la maladie. Alors on pourrait se dire, ben voilà, ça faisait 25 ans, comme l'a dit M. Dubois, qu'on attendait ces résultats. Ça y est, le but est atteint, on peut en profiter et s'arrêter. Mais non, il faut bien sûr continuer la recherche, d'une part parce que tous les patients que l'on suit ne pourront pas bénéficier des traitements. On a bien vu qu'il y aurait des contre-indications, des indications très spécifiques et que du coup, le nombre de patients éligibles sera de fait restreint. Ce sont des perfusions, ce n'est pas forcément très maniable et ça a un coût qui va aussi limiter l'accès. Il faut donc c'est absolument nécessaire de poursuivre la recherche pour disposer d'un arsenal thérapeutique supplémentaire, s'adresser à d'autres types de patients, ceux qui auront des contre-indications aux anti-amyloïdes, d'autres stades, agir sur les symptômes aussi qu'on oublie parfois un petit peu, et puis rechercher d'autres modes d'administration, notamment les administrations sous-cutanées, pérose, enfin des modes d'administration qui seront plus faciles à utiliser par les patients. Il ne faut pas oublier non plus les autres maladies que la maladie d'Alzheimer. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la maladie à court de Lévy, il y a aussi les dégénérescences lobaires frontotemporales, donc qui sont un peu moins, dans lesquelles la recherche est un peu moins active, mais on espère que ça va se développer. Donc oui, il faut poursuivre la recherche. Alors ce qu'on nous dit souvent en consultation, c'est long. Oui, effectivement, la recherche, c'est long. Il y a toute une phase préclinique avant qu'on passe dans ces phases cliniques et en plus, il y a beaucoup de pertes. Il y a à peine 1% des traitements finalement qui arrivent jusqu'au bout du chemin. Après, et même sur le plan clinique, il y a toutes ces phases. On a parlé des phases 3, donc qui sont les phases qui vont permettre de demander une autorisation éventuelle. Mais avant ces phases 3, il y a les phases 1, les phases 2, et à chaque étape, il y a de la perte. Et tout ça, ça prend du temps. Les phases 1, ça ne dure pas très longtemps, mais les phases 2, dans la maladie d'Alzheimer, elles ont déjà une durée de plusieurs mois. Enfin, c'est un an et demi, 2 ans, même parfois, pour ces phases-là. On ne joue pas à l'apprenti sorcier, hein. Vraiment, on vérifie l'absence de l'innocuité de la molécule. Enfin, c'est important d'expliquer ça. Hein. Bien sûr, il y a toute une phase préclinique qui est bien sûr basée sur les fondements scientifiques et la recherche, les avancées de la recherche en permanence, des essais chez les animaux, puis après les phases cliniques. Phase 1, c'est pour effectivement vérifier la tolérance de différentes doses de traitement. Et puis après, pour pouvoir passer dans des phases où vraiment on va évaluer aussi, je crois qu'Audrey en a parlé des phases 2 tout à l'heure, qui sont vraiment des phases clés pour montrer qu'on atteint vraiment l'objectif qui est fixé initialement. Et puis après, pour pouvoir une efficacité, une tolérance, confirmer ce qu'on appelle la proof of concept, et puis ensuite passer aux phases 3, qui là sont ces grandes phases dont on espère qu'elles pourront aboutir à une autorisation d'utilisation. Il faut encore savoir à quel dosage, pour qui, etc. Il y a toujours, et vous parlez sous forme d'injection, sous forme de comprimé, il y a énormément de questions qui se posent tout au long, ce qui explique la durée des tests. La durée des tests et la durée effectivement, pour pouvoir arriver à cette phase qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Autre question aussi qu'on nous pose en consultation, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'études dans le cadre de la maladie d'Alzheimer? Donc je crois qu'on peut effectivement dire oui. Et pour preuve, donc ça c'est un article, c'est une figure issue d'un article qui est mis à jour annuellement. Donc là il s'agit de l'article paru début 2023 qui recensait les études en cours en 2022. Pour 2024, sur les études en 2023, on attend la publication. Bon, ça ne devrait pas être très, très différent. Donc là, ça recense à partir d'un site qui s'appelle clinicaltrials.gouv les études médicamenteuses qui sont répertoriées, qui sont en cours au niveau mondial. Donc de l'extérieur du cercle vers l'intérieur, vous avez donc ces phases 1,
puis ensuite les phases 2, puis les phases 3. Et il y a tout un tas d'autres informations qu'on va décrypter un petit peu. Mais ça montre quand même, d'une part, qu'il y a beaucoup d'études en cours avec un certain nombre de molécules, et puis que c'est très complexe, en fait, la recherche, les essais thérapeutiques dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Chaque petit rond, chaque petit triangle, chaque petit carré signifie qu'il y a une équipe de chercheurs derrière. Oui, une équipe et plusieurs équipes même, puisque les études se passent au niveau international et dans plusieurs centres par pays. Donc, et vous voyez, en termes de nombre de participants, de nombre de patients, au niveau mondial, 57 000 en 2022 et 60 000 en 2023. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Donc la recherche, oui, la recherche est active. Alors, si on reprend un petit peu maintenant les différents autres aspects, on a parlé tout à l'heure de l'effet disease modifying versus l'effet symptomatique. Ça peut être un peu confus à dire comme ça. Donc, en fait, si on peut l'expliquer, c'est très schématique, mais si on prend sur une échelle fonctionnelle ou cognitive ou comportementale l'évolution naturelle de la maladie, donc on va avoir une décroissance relativement linéaire en fonction du temps. Un effet symptomatique va viser à une amélioration qui peut être relativement rapide mais transitoire des symptômes. Et puis après, la pente évolutive va se faire de la même manière, donc de manière parallèle à l'évolution naturelle. Cet effet symptomatique, on va pouvoir du coup le juger en quelques semaines ou quelques mois. En revanche, quand il s'agit d'agir sur l'évolution de la maladie, donc les fameux traitements disease modifying, pour l'instant, l'effet n'est pas vers une stabilisation ni même vers une régression. Donc, il y a un écartement progressif des courbes qui fait qu'avec le temps, cette différence devient plus patente, effectivement, mais on ne peut la mesurer avec les outils actuels qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, ce qui explique la durée nécessaire des études pour observer cet effet. Autre élément dont on a parlé, ce sont les cibles. On a parlé donc des anticorps anti-amyloïdes, le donanemab, le lecanemab, l'aducanumab, qui agissent finalement sur la partie, une fois que les dépôts se sont formés, ou alors que la protéine bêta-amyloïde anormale s'est agrégée. Donc ça marche, on l'a vu, on l'a vu à plusieurs reprises, mais on peut aussi imaginer d'agir en amont lors de la formation de cette protéine anormale ou lors de son agrégation. Donc ça, ce sont des voies de recherche dont certaines n'ont pas montré d'effet par le passé. Non, il y en a qui n'ont même pas montré d'effet du tout et qui ont été abandonnées. Et puis il y en a qui sont en cours, par contre, d'évaluation. Donc ça, c'est la protéine amyloïde, mais en dehors de la protéine amyloïde, il y a aussi d'autres processus qui participent aussi à la progression de la maladie. La protéine Tau qu'on a évoquée et sa forme hyperphosphorylée, donc qui va constituer les autres dépôts anormaux dans la maladie d'Alzheimer, que sont les dégénérescences neurofibrillaires. Donc on peut tout à fait aussi, et c'est une voie d'étude, imaginer aller détruire, enlever par des anticorps spécifiques ces dépôts anormaux, ou alors agir sur leur formation ou l'hyperphosphorylation de cette protéine. Donc ça sont des processus qui finalement sont spécifiques à la maladie d'Alzheimer. Et en dehors de ces processus-là, on a tout un ensemble de mécanismes qui vont participer aussi à la physiopathologie, à la progression, à l'évolution de la maladie. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a notamment les aspects d'inflammation. Il y a les aspects de métabolisme cellulaire, il y a des aspects de neuroprotection, neurodégénérescence. Enfin, on peut en citer un certain nombre, bon, je ne maîtrise pas tout. Et là, on voit toujours ce petit tableau issu de la publication que les cibles potentielles sont de plus en plus nombreuses. Il y a quelques années, dans ces mêmes publications, on avait amyloïdes, tau, éventuellement les deux combinés, et puis autres. Et là, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont évalués. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça montre qu'il y a vraiment de nombreuses voies de recherche qui sont en cours actuellement. Alors, toutes n'aboutiront certainement pas, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Autre aspect qui a déjà été évoqué, c'est une maladie progressive avec des stades et des difficultés qui vont s'accentuer progressivement. Mais avant même ces stades cliniques, il y a donc la présence de lésions de la maladie,
plusieurs années avant, alors même que les signes cliniques ne se sont pas encore manifestés. Et c'est une cible potentielle pour pouvoir aller vers des traitements préventifs de la maladie. Voilà, donc on remet tout ça dans notre figure de tout à l'heure, avec d'une part, pour la grande majorité des cas, donc ces traitements disease modifying, donc qu'on distingue entre les grosses molécules comme les anticorps et des petites molécules. Donc ça représente plus des 3/4 des études en cours, que ce soit phase 1, phase 2, phase 3. Et puis les traitements symptomatiques, il ne faut pas oublier, parce que dans le quotidien des patients, ça rend aussi énormément de services et c'est un besoin qui est important. Donc après, voilà. Donc tous les éléments, finalement, chaque point que vous avez souligné tout à l'heure, on retrouve la cible, la caractéristique, donc le stade de la maladie, les faits recherchés, etc., etc. Et on peut donc rajouter, comme on l'évoquait tout à l'heure, le mode d'administration. On a parlé des traitements par la bouche, on a parlé des traitements injectables, et maintenant il y a des nouvelles voies qui sont beaucoup étudiées dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines de la neurologie, ce sont les injections intrathecales, avec donc un apport de la molécule directement au niveau du liquide céphalorachidien. Bien sûr, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Un peu plus technique, effectivement. Il faut trouver des équipes médicales disponibles aussi. Tout ça, ça fait partie en fait du problème, parce qu'on est dans un système de soins qui n'est pas forcément non plus disponible et extensible. Tout à fait. Alors en France, alors là, voilà, c'était là pour remettre un petit peu en fonction de tous ces éléments-là, tous ces aspects vont définir la modalité de réalisation des protocoles et expliquer que les critères d'inclusion qu'on évoquait tout à l'heure et d'exclusion sont très stricts en termes d'âge, de pathologie associée, de stade de la maladie, les examens complémentaires à réaliser en termes de diagnostic, de suivi, la durée des protocoles et la fréquence des visites et des interventions à réaliser. Là, ce que vous citez là sont beaucoup de critères qui sont encore plus précis et encore plus complet que ce qui se passera dans la vie courante ultérieurement, ou bien est-ce que ce sera quand même toujours aussi important de passer et de faire attention à tous ces éléments ? Dans les essais thérapeutiques, on est obligé d'avoir des populations de patients très strictement sélectionnées qui doivent être du coup très comparables, quel que soit le centre et le pays dans lequel est réalisée l'étude. Donc c'est vrai que ce ne sont pas les patients que l'on rencontre la plupart du temps en consultation. Je disais à peu près 10% de notre consultation, alors qu'on est déjà un centre assez spécialisé. Et effectivement, ça ne reflète pas exactement les patients qui seront par la suite traités. Et c'est bien un peu le problème auquel on réfléchit, auquel on est confronté à l'heure actuelle, quand il va s'agir de passer dans la vraie vie. Quels critères vont être vraiment nécessaires ? Quels sont les critères issus des essais thérapeutiques qu'il va vraiment falloir conserver et appliquer dans la vie courante, et quels sont ceux qu'on va pouvoir un peu laisser de côté. Donc juste un petit mot sur ce qui se passe en France. On a évoqué tout à l'heure le maillage territorial par les CM2R, qui est un peu l'aspect spécifique à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Et donc cette mission d'innovation et de recherche thérapeutique qui fait partie des CHU est aussi une des missions des CM2R. Et tout CM2R donc, doit assurer un certain nombre de protocoles de recherche, qu'ils soient médicamenteux, non médicamenteux. Et les consultations mémoire qui dépendent de ce CM2R doivent être informées et pouvoir adresser au CM2R les patients qui souhaitent bénéficier de cette recherche. Elles sont en partie aussi recensées dans des sites comme celui de la Fédération des centres mémoire qui a également été cité tout à l'heure. Et il y a un réseau aussi qui est particulièrement organisé, qui regroupe 20 CM2R et qui assure cette activité-là de recherche thérapeutique. Dernier, alors là, juste pour conclure et peut-être lancer certains éléments de la discussion, c'est vrai qu'on est bien sûr très heureux, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, de ces résultats de phase 3. Je pense que ça va vraiment redynamiser la recherche, remotiver tout le monde, que ce soit les patients, les investigateurs. Ça permet d'assurer, donc d'améliorer les connaissances physiopathologiques, de développer d'autres cibles. Peut-être que ça va pouvoir aussi permettre
de s'étendre à d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des impacts un peu plus difficiles à évaluer, parce que les patients, fort légitimement, vont vouloir bénéficier des traitements. Les patients qu'on aurait peut-être inclus dans des protocoles de recherche vont dire non, finalement, moi je préfère avoir, on parlait du bras placebo, moi le placebo ça ne me dit pas trop, je préfère vraiment avoir le lecanemab si c'est possible. Donc il va peut-être falloir repenser le design des protocoles sous peine que seuls les patients qui ne pourront pas bénéficier des traitements participent au protocole. Et puis, vous l'évoquiez, le système de santé n'est pas extensible et en ce moment, il n'est pas en pleine forme, on va dire. Donc, l'impact sur ce système de santé, à la fois des nouveaux traitements et il va falloir continuer aussi à s'occuper des patients qu'on prend déjà en charge et continuer les protocoles de recherche. Donc, c'est un bon challenge à relever, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de questions là qui commencent à arriver. Alors des questions très concrètes, là, vous allez voir. Donc, on parle beaucoup d'âge. C'était une des questions que je vous posais parce que des critères d'âge dans le cadre d'une recherche, ils existent, mais dans la vie courante, on peut être touché par la maladie à divers âges. À partir de quel âge peut-on se faire dépister ? Est-ce qu'il y aura des limites, professeur Dubois? Est-ce qu'on sait déjà répondre à cette question? Alors, je crois qu'il faut quand même rajouter à cette présentation absolument remarquable. Il faut rajouter quand même un élément de vraie vie. Dans la vraie vie, la mise en route de ces traitements se fera sur la base des études qui ont été réalisées. C'est-à-dire qu'on va malheureusement délimiter très précisément l'âge des patients qui vont pouvoir bénéficier de ces médicaments, le stade de la maladie. Et on peut d'ores et déjà dire que ça va être des stades relativement précoces. C'est-à-dire que malheureusement, quand les patients sont déjà avancés dans leur maladie, ils ne pourront pas accéder probablement, tout au moins en première analyse, à ces traitements-là. Il va falloir aussi qu'il n'ait pas d'autres pathologies, ça c'est très important, notamment des troubles cardiovasculaires, puisqu'on pense que la prise d'antivitamine K, d'anticoagulants, peut avoir une influence sur la survenue de ces effets secondaires. Il va falloir que ces patients acceptent les contraintes du registre qu'il va falloir mettre en place, et notamment des visites très régulières, avec des IRM très régulières au début, parce qu'on va falloir contrôler des risques, mais vous êtes en train de travailler sur toutes ces recommandations. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas, si vous voulez, on est dans une sorte d'intermédiaire entre l'essai thérapeutique extrêmement rigoureux conduit dans la structure hospitalière et la prise de Doliprane le matin. On est entre les deux. C'est qu'on est quand même dans le cadre d'une sorte d'application à la vraie vie d'un essai thérapeutique, avec tout ce que ça implique de contraintes. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on va pouvoir accéder à ces médicaments. Alors, ce que vous êtes en train de dire fait très probablement l'effet d'une vraie douche froide pour un certain nombre de personnes qui nous écoutent je voulais quand même le dire. Et qui ont des proches touchés par la maladie ou qui sont eux-mêmes touchés par la maladie. Alors, là, on parle bien de ce qui va se faire là, tout de suite, maintenant. L'espoir, c'est de réussir à démontrer que les progrès peuvent toucher de plus en plus de monde. On est dans une recherche qui va commencer à s'appliquer. L'idée n'est pas d'abandonner. Mais bien sûr. Mais non, mais au contraire, c'est une longue marche, c'est une winding road, c'est une longue marche. Et là, on a fait un pas énorme. On est dans le pas maintenant, probablement, j'espère que dans 15 jours, on aura l'autorisation européenne et on va pouvoir justement voir maintenant comment on fait dans la vraie vie, avec tout ce que ça va imposer et pour les patients et pour notre système de soins. Il va falloir qu'on s'adapte et c'est l'intérêt d'ailleurs de la communication de notre ami Serge Gauthier. Ils ont très bien anticipé tout ça, ils sont conscients que l'arrivée de ces médicaments va réorganiser complètement on va y revenir parce qu'on a également des questions là-dessus. La question portait aussi sur l'âge pour les tests, parce que comme vous l'avez dit, un test plus facile à mettre en œuvre par une prise de sang, ça permet de diagnostiquer sans doute plus précocement, et même si les personnes ne peuvent pas avoir accès aux nouveaux médicaments, est-ce que ce ne sera pas quand même l'occasion de mettre en œuvre tout ce qui est thérapie non médicamenteuse, dont elle sait qu'elles ont aussi un effet et qu'elles peuvent aider, professeur Gabel, à mieux vivre avec la maladie, à repousser certains symptômes? Est-ce qu'il n'y a pas des messages d'espoir aussi à passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors déjà, si on arrive à améliorer le diagnostic sur les formes précoces de la maladie, on aura déjà fait un pas
aussi énorme parce que ça représente quand même des milliers de patients, de personnes potentielles et de patients en France. Après, la recherche continue à des formes avancées sur les aspects de troubles comportementaux, etc. Mais toute prise en charge, et on le voit dans les centres mémoire, les patients qui arrivent au centre mémoire, ne serait-ce que d'être informés sur la maladie, de savoir ce qu'il faut faire, de gérer les facteurs aggravants des troubles cognitifs, les aspects nutritionnels, l'activité physique qui peuvent aider à protéger les aspects de sommeil. Il y a beaucoup de facteurs, on a parlé de la surdité, il y a plein de facteurs qui peuvent aggraver les troubles cognitifs. Et donc, ne serait-ce que d'être pris en charge, de rentrer dans le parcours de soins, c'est un vrai gain par rapport aux facteurs et protecteurs et aux facteurs aggravants de ces troubles cognitifs. Donc la prise en charge la plus précocement possible change déjà un peu la trajectoire cognitive de ces personnes. Je vous vois acquiescer, professeur Gauthier. Vous avez listé tout à l'heure un certain nombre de facteurs qui aident à se protéger de la maladie, à se protéger aussi et à espérer ralentir la maladie. Est-ce que vous voulez les rappeler, ces facteurs sur lesquels vous insistiez tout à l'heure ? Oui, merci. En fait, les auditeurs peuvent aller sur le site Alzheimer's Disease International et leur rapport annuel portait justement sur les facteurs de prévention. Alors, il y en a une bonne douzaine et on espère cet été en avoir 3 de plus. Pour résumer, si vous avez un diabète, il faut vraiment bien le traiter. Si vous avez une hypertension artérielle, il faut bien la traiter. Autrement dit, ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Et avant la pandémie, dans certaines régions comme la Scandinavie, certaines parties d'Angleterre et même la province de l'Ontario, avec une approche très agressive au sens positif du mot pour prévenir les AVC, on avait une réduction du nombre de personnes avec démence. Alors ça, c'est déjà acquis. Au point de vue socio-sanitaire, la bonne utilisation des facteurs de risque et les facteurs de protection va déjà nous donner beaucoup d'avancées. Pendant que j'ai la parole, permettez-moi de demander à mes collègues, est-ce que vous avez songé aux règles d'arrêt de ces traitements? Parce que les Américains ne l'ont pas fait. La réponse, Dr Moulion? Alors oui, on est en train donc de travailler au niveau d'un groupe initié par la Fédération des centres mémoire sur des recommandations sur l'utilisation du lecanemab dans un premier temps. Et c'est vrai que ça fait partie de nos réflexions. Sachant qu'on a un peu du mal à répondre pour le lecanemab, autant pour le donanemab, au vu du design de l'étude, on a une certaine réponse, mais c'est vrai qu'on a émis quelques pistes. On a commencé à y réfléchir parce que c'est une grosse question. L'espoir ultime de réussir à nettoyer le cerveau jusqu'à ne plus avoir besoin de continuer un traitement, c'est l'espoir ultime. Alors je reviens aux questions parce qu'il y a énormément de questions sur à quel moment les médicaments vont arriver et notamment le lecanemab. Qui veut le rappeler peut-être ça va dépendre beaucoup de la décision qu'on espère positive, encore une fois, de l'agence européenne qu'on attend donc d'ici la fin du mois, on va dire, qui a été repoussée. Et puis, sans doute qu'on se dirige effectivement en France vers une demande d'accès précoce. Donc peut-être pas au milieu de l'été, mais peut-être à l'automne, si les choses se passent bien. Donc accès précoce a aussi l'intérêt finalement de pouvoir mettre en place les choses de manière progressive, donc de passer moins brutalement finalement des études thérapeutiques très, très encadrées, très strictes, à quelque chose qui restera aussi très encadré, mais un peu plus ouvert, et d'avancer comme ça progressivement dans la mise en place et dans la connaissance de ces traitements avec un registre très précis de suivi. Oui, on peut rajouter d'ailleurs que c'est une des particularités de la France. On a la chance d'avoir un pays qui a mis en place ce système d'ATU, maintenant ça s'appelle différemment, mais qu'importe, d'autorisation de fast track, d'introduction rapide du médicament. Ça permet de parallèlement aux étapes régulières d'autorisation qui vont se faire en France, mais ça permet d'avoir un accès immédiat à partir du moment où l'Europe l'a autorisé. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ça. Et la question immédiate derrière, c'est qui va payer? Est-ce que ce sera cher? Quel est le coût de ces traitements? Seront-ils pris en charge à 100%? Comment va-t-on réussir à payer ces médicaments? Est-ce qu'ils coûtent cher? On a plusieurs questions sur ce sujet. Ça, c'est un autre aspect. Et quand je disais qu'il y aura des discussions parallèles, je parle de ces discussions parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un coût minimum
au-dessous duquel le laboratoire ne descendra pas, et ce coût minimum est quand même déjà élevé. Ça, c'est évident. La question des internautes, c'est qui payera? Est-ce que c'est l'hôpital? Est-ce que c'est l'internaute? Est-ce que c'est l'assuré social? Et ça, pour l'instant, l'assurance maladie. Ce sera l'assurance maladie parce que c'est des traitements qui seront de toute façon trop coûteux. Parce que notre système fait que ces médicaments, à partir du moment où ils ont l'autorisation de mise sur le marché, ils ont une autorisation de prix qui est discutée entre le laboratoire et l'assurance maladie. Naturellement, ils seront couverts, bien sûr. Donc je réponds aux internautes qui continuent à poser beaucoup de questions sur le sujet. Eh bien, le coût de ces traitements n'est pas encore déterminé. C'est justement l'objet d'un certain nombre de négociations qui vont ou qui sont actuellement en train de démarrer. Est-ce que ces médicaments font saigner, on me demande? On en a un peu parlé, oui. Hein, on en a un peu parlé. Oui, c'est un des effets secondaires en fait principaux. Possible. Alors Et bien pas évidemment. systématique. Non, bien évidemment. Non, ça. D'accord. Il faut intégrer que ces effets secondaires sont globalement rares. Enfin rares. Alors ça existe, donc forcément, si vous êtes dans le cas où vous avez un saignement, une hémorragie intracérébrale, voilà, c'est pas positif pour vous. Mais globalement, ces effets secondaires sont majoritairement asymptomatiques, c'est-à-dire que les patients ne présentent pas de signes cliniques et c'est uniquement parce que dans le cadre des essais thérapeutiques, des IRM régulières ont été passées qu'on détecte en fait ces anomalies à l'imagerie. Donc en vraie vie, il va falloir aussi être en capacité de voir si on fait autant d'imagerie ou pas. Des IRM. Il va être aussi en capacité, et c'est pour ça que ça va être au départ dans des centres aussi un peu d'expertise qui ont un accès à une imagerie 24/24, donc qui sont reliés à un stroke ou pour pouvoir, dès qu'il y a aussi un symptôme, pouvoir faire une imagerie chez ces patients et voir si éventuellement il y a ce type d'effet secondaire. Donc oui, dans les effets secondaires, il peut y avoir des hémorragies, alors des micro-hémorragies ou des macro-hémorragies. Majoritairement, ça reste des micro-hémorragies ou des aspects d'œdème. Ça veut dire qu'il faudra vivre pas trop loin d'un endroit où on peut faire des IRM, mais le temps de démarrer le traitement ou qu'est-ce qu'on peut répondre Alors d'après les études sur les différences sur les 3 traitements, en fait, il semble que c'est au départ des perfusions, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois des perfusions, il y a le risque le plus élevé en fait de césaria. Ça ne survient pas chez tout le monde. Il peut y avoir aussi des synergies des 2 arias. Il peut y avoir aussi des gens qui du coup vont faire des arias récurrentes, répétées. Des arias, ce sont les anomalies, ce sont ces effets secondaires qui sont des anomalies vues à l'imagerie, soit hémorragiques, soit œdémateuses. Mais ces phénomènes peuvent, chez certains patients, venir de façon récurrente, et puis chez d'autres, ils n'ont jamais ce type d'effet secondaire. Et donc, on pense que quand même, on va surveiller les patients de façon très proche en vie réelle dans les 6 premiers mois. Et puis même, il y a des discussions pour éviter de saturer le système de santé, pour dire que peut-être après, on pourra passer en hospitalisation au domicile parce que le risque sera moindre. Mieux contrôlé. Et puis, il y a aussi tout un tas de modèles mathématiques d'analyse des données visant à essayer d'identifier les patients les plus à risque d'ARIA, les patients les plus à risque d'effets secondaires, et de chez eux, peut-être les surveiller encore plus que d'autres patients qui seraient moins à risque. Et là, avec ce paradoxe, juste pour rajouter là-dessus, avec ce paradoxe que finalement l'ARIA et œdème est probablement la conséquence de l'efficacité du médicament. Oui. Oui, et c'est ça le paradoxe, c'est que dans une certaine mesure, ça veut dire que le médicament marche. Pourquoi? Parce que l'œdème est la conséquence d'engorgement, si vous voulez, dans le système vasculaire, de toutes les plaques qui ont été nettoyées. Et ça, comme un effigie qui se bouche, ça fait de l'œdème en amont. Donc, c'est ça le problème, c'est que l'œdème, vous voyez, à un moment donné même, on est allé vers des doses assez fortes, juste au-dessous de la dose d'œdème qui déclenchait l'œdème, parce qu'on se disait que c'était ça vers ça qu'il fallait aller. Donc, l'œdème, il ne faut pas le prendre forcément comme quelque chose de très négatif. Bon, c'est embêtant, il ne faut pas avoir d'œdème, mais ça veut dire que le médicament est probablement en train de marcher. Mais là encore, la recherche va peut-être réussir à affiner pour tel type de patient qui pèse tant de kilos ou que sais-je. On va réussir effectivement à modifier les dosages. Serge, tu veux nous dire quelque chose? Oui, peut-être cela va rassurer nos auditeurs, c'est que l'expérience américaine qui est en cours depuis presque 1 an va raffiner la capacité de prédire qui est plus à risque d'ARIA. Et un exemple, si vous avez le génotype APOE4/4,
c'est probablement plus prudent de s'abstenir ou de commencer avec des doses plus faibles. Alors ça, c'est de l'expérience acquise dont on va bénéficier, nous, les Canadiens et les Français. C'est l'avantage de commencer 1 an plus tard. Ah, oui, bien sûr. Et on a encore énormément besoin de la recherche parce que vous le soulignez, si on réussit à avoir des formes peut-être sous forme de comprimés, peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes effets secondaires que sous forme d'injection. Tout ça, c'est encore en point d'interrogation, Hélène Maulion? Oui, alors les traitements comme le lecanemab et le donanemab ne peuvent pas être administrés par voie orale parce qu'ils sont détruits au niveau du digestif. Donc on est obligé de les administrer sous forme injectable. C'est vrai que les perfusions intraveineuses toutes les 2 semaines, c'est lourd à réaliser et c'est pour ça qu'il y a des recherches pour développer ces médicaments par voie sous-cutanée, ce qui sera beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à réaliser, y compris sur le domicile. Les médicaments qui sont à l'étude par voie orale, ce sont d'autres mécanismes d'action. Et il ne faut pas oublier que de toute façon, le traitement, il faut qu'il arrive aussi jusqu'au cerveau pour pouvoir être actif. D'où la voie intratécale, bon, où là, c'est beaucoup plus direct, mais beaucoup plus lourd également. À mettre en œuvre. Faut-il se faire rechercher le gène ApoE4 et comment faire? Tout à l'heure, vous en avez parlé comme étant un facteur de risque. Qui veut répondre à cette question? Moi, Professeur Gauthier, allez, c'est à vous. Parce que c'est un vieux sujet d'intérêt, puisque c'est le docteur Jude Poirier à Montréal qui en avait fait l'observation il y a plus de 30 ans, que les gens qui sont porteurs du génotype ApoE4, une copie ou 2 copies, sont plus à risque d'avoir l'Alzheimer à un âge précoce, étant autour de 70 ans en moyenne. Ce qui est nouveau, c'est qu'on reconnaît que les porteurs du double 4 ont plus d'amyloïdes dans le cerveau au moment où les symptômes apparaissent. Et une partie de l'amyloïde est dans la paroi vasculaire. Alors, vous comprenez que les anticorps qui sont administrés par voie intraveineuse, il y en a seulement 1% ou même un peu moins qui va aller dans le cerveau, mais ceux qui ont le double 4, ayant beaucoup d'amyloïdes dans la paroi vasculaire, sont plus à risque d'édème et d'hémorragie. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie, c'est si vous avez à 65 ans, pas de symptômes, mais que vous avez un double 4, vous êtes plus à risque. Oui, mais on peut compenser ce risque avec des changements de style de vie, bien contrôler tous les facteurs de risque connus pour vous comme individu. Et on a l'espoir d'ici 1 an d'avoir une molécule prise par voie orale qui va empêcher l'agrégation des fibres d'amyloïdes pour les double 4. Alors, c'est une façon indirecte de répondre à une très bonne question. Ce que vous voulez nous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un gène qui va forcément s'exprimer? Oui. Et que donc on va pouvoir agir, vous l'avez parlé, vous en avez parlé déjà sur l'hygiène de vie, sur tous ces facteurs qui risquent d'aggraver la maladie. Peut-être que là aussi, il pourrait intervenir pour empêcher cette aggravation ou le déclenchement de la maladie. Voilà. Permettez-moi de clarifier aussi qu'il y a d'autres types de gènes qui causent la maladie d'Alzheimer à un âge beaucoup plus précoce. On parle de 40 ans en moyenne. Ce sont des gènes qui sont hérités d'un des parents seulement, des gènes dominants. Et c'est très rare, c'est moins de 3% des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Et ils sont regroupés en France comme au Canada, comme à travers le monde, sous l'égide d'une association DIAN, et qui a actuellement en cours une recherche avec le lecanemab, qui est fourni à tout le monde, tous ces jeunes. En plus, après 9 mois de traitement, ils sont randomisés à une molécule anti-tau ou à un placebo. Alors ça, c'est un modèle qui va être applicable plus tard, d'ici 1 an ou 2, aux gens qui ont la forme d'Alzheimer non familiale, où on va commencer des combinaisons de traitements en séquence, et un jour, on pourra peut-être les donner en combinaison dès le départ. Professeur Dubois. Oui, une petite précision pour aller dans le sens de ce que vient de nous raconter Serge, c'est que là, on est en train de parler beaucoup d'une cible, qui est la cible amyloïde, mais il y a une autre cible qui est la cible tau, et c'est pour ça qu'il dit que ces patients, et c'est intéressant, ces patients qui malheureusement sont une forme, je dirais, certaine de maladie, c'est intéressant de les suivre avec un traitement anti-amyloïde et de pouvoir y associer, après tirage au sort, une anti-tau, parce qu'à ce moment-là, on va jouer sur les deux
sur les deux molécules. Voilà, c'était l'intérêt de cette observation. Et je renvoie toutes les personnes qui sont intéressées par ces formes rares, le professeur Gauthier l'a dit, ces formes précoces de maladies qui arrivent très jeunes, sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer, parce qu'il y a vraiment tout un domaine d'explication. Voilà, c'est rare et exceptionnel, il faut vraiment le souligner et pas se dire que parce qu'on a oublié nos clés ou voilà, on est touché par la maladie, il faut vraiment le répéter. Pas de panique à l'issue de cette émission. Beaucoup de questions également sur quelles spécialités médicales seront autorisées à prescrire ces nouveaux traitements. Le professeur Gauthier a parlé de la place du pharmacien, du médecin généraliste. Est-ce que ce sera des gériatres? Comment ça va se passer? Des centres spécialisés uniquement ou est-ce que plus tard... Nous y réfléchissons effectivement. Bon, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a pour l'instant, à part les praticiens qui sont des investigateurs d'essais thérapeutiques utilisant ces anticorps anti-amyloïdes, il n'y a pas d'expérience chez d'autres praticiens. Dans un premier temps, il semble logique de débuter par des prescriptions justement dans ces centres qui ont cette expérience-là. Donc les médecins qui sont dans ces centres, ce sont des neurologues, des gériatres ou des psychiatres, donc appartenant à des CM2R. Ensuite, il y aura aussi un gros effort de formation. Le but de l'accès précoce, c'est aussi de pouvoir former progressivement d'autres praticiens, d'autres consultations mémoire à l'utilisation, à la mise en place de ces traitements. Formation des praticiens et formation aussi également des radiologues, comme ça a été souligné, pour la surveillance des effets secondaires. Ça va être vraiment aussi une grosse... il faut vraiment falloir le mettre en place, quoi. Des questions, je reviens sur cette prise de sang qui fait quand même rêver beaucoup les personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il faudra se faire une prise de sang systématique, par exemple, à 60 ans? Ça fait partie des questions, effectivement, que les gens se posent. Non, je crois que là, il faut que les choses soient très claires. Ça ne servira à rien de repérer la présence de ces lésions si on n'a pas quelque chose à proposer. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ça a été très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est par Audrey, elle a mis très bien en évidence, en relation, je dirais, le développement des outils diagnostiques par rapport à l'arrivée de médicaments. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans l'avenir, cette approche de dépistage, enfin de repérage de patients à risque, éventuellement de sujets même normaux à risque, ne s'envisage que si cela s'inscrit dans une stratégie. Mais sinon, avoir une information pour laquelle on ne peut rien faire, ça n'a aucun intérêt. Vous comprenez, on va inquiéter. Pas du tout dans le dépistage systématique de la maladie d'Alzheimer. Je veux dire pourquoi. Il faut bien l'expliquer. Parce qu'on ne sait pas ce que cela veut dire. Si je savais ce que ça voulait dire d'avoir une élévation de la protéine Tau dans le sang, je pourrais éventuellement prendre en charge le patient. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas quel est le risque d'évolution vers une maladie d'Alzheimer. On est en train de se dire, est-ce que le fait d'avoir une protéine Tau élevée est corrélé à la présence réelle de lésions Tau dans le cerveau? Mais ce n'est pas pour autant, parce qu'on a des lésions Tau dans le cerveau, qu'on va évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Donc tout ça, c'est des approximations. Il faut que l'on maîtrise bien la connaissance de la signification de ces biomarqueurs. Le fait d'être biomarqueur positif, nous on a fait une étude, on a suivi 320 sujets âgés et qui avaient des marqueurs positifs. Et on a vu, après 7 ans d'évolution, que très peu ont évolué vers la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire que le fait d'être positif par un biomarqueur alors qu'on est cognitivement normal ne nous dit pas, ne nous condamne pas, ne dit pas, le terme est fort, ne nous dit pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Et quand bien même on le saurait, on n'a rien à proposer aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles il ne faut pas se lancer là-dedans. Et je dis ça, c'est très, très, très important, parce que ça va venir. Et dans 1 an, tout le monde pourra se le faire dans le laboratoire du coin, ou dans 2 ans. Et nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets. Mais bien sûr. Qui certains vont en profiter pour se faire de l'argent. Nous sommes très inquiets. Attention. Il faut que ça soit contrôlé, il faut que ça soit fait dans le cadre d'une réflexion, dans un parcours, dans un projet, contrôlé par des médecins qui savent pourquoi ils vont demander cet examen et qui sauront l'intégrer, l'interpréter dans le cadre du projet médical du sujet.
Une question pour vous, docteur Maulion. Vous avez parlé de beaucoup de traitements différents ou de pistes différentes. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il y aura plusieurs traitements prescrits en parallèle ou des combos de traitements? Est-ce que ça, c'est une piste envisageable? Oui, certainement. C'est un peu ce qu'évoquait le professeur Gauthier dans le cadre de l'étude d'Ayan, où on peut tout à fait imaginer des traitements séquentiels, voire combinés, pour agir sur les différents mécanismes de la maladie en fonction des stades d'évolution. Donc, essayer un peu avoir un cocktail personnalisé en fonction de chaque patient. Ça, c'est un peu une perspective un peu lointaine peut-être, mais qui se rapproche quand même malgré tout. On sent à quel point la recherche est en pleine effervescence en ce moment. C'est toutes les pistes qui sont en train de s'ouvrir, et ça, enfin, parce qu'on a vraiment l'impression que depuis tant d'années, on attendait d'arriver à tous ces espoirs. Comment se porter volontaire pour la recherche ? Il faut se porter volontaire pour la recherche. Ça dépend si on est atteint de la maladie ou si on est une personne saine. Auquel cas, voilà, on ne va pas être sur les mêmes propositions. On a toujours besoin aussi de personnes saines pour mieux comprendre certains mécanismes. Après, il faut aller, alors, soit s'adresser directement à une consultation mémoire, un CM2R, puisque on l'a dit, normalement, l'information est diffusée de par le maillage territorial. Après, il faut être, encore une fois, bien vigilant sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on veut participer à la recherche qu'on va pouvoir le faire du fait des critères qui sont à remplir. Alors, à nouveau, cette question, on a parlé des hémorragies, des œdèmes possibles. Professeur Gabel, on me redemande, ces médicaments sont-ils dangereux? Est-ce qu'il y a d'autres effets qui ont été pointés, ou est-ce que vraiment là, on parle des principaux? Oui, là, c'est l'effet secondaire majeur. Après, voilà, il peut y avoir quelques céphalées, enfin voilà, d'autres effets secondaires, mais qui sont tout à fait mineurs dans le cadre de traitements. Voilà, donc là, c'est plutôt, on se focalise sur ça, puisque c'est le facteur de l'effet secondaire le plus à risque, et en particulier le plus à risque pour cérébral. Voilà. Mais après, la panoplie des autres effets secondaires, elle est mineure, et on peut avoir ça dans d'autres types de traitements. Le facteur de l'âge encore, 70 ans et plus, si des symptômes apparaissent, est-ce alors trop tard? Beaucoup de questions sur cette... Non, pas du tout. Non, je vous ai dit, on va prendre les critères, qui ont été ceux des études des études qui ont permis la mise sur le marché de ces médicaments ou leur approbation. Et l'âge ne doit pas être, bien sûr que non. Alors d'autant plus, l'âge ne sera pas un facteur discriminant, d'autant plus que le paradoxe, c'est qu'il semble que c'est le sous-groupe, quand on fait des analyses post-hoc, on stratifie évidemment les patients en fonction du sexe, de l'âge, etc. Et on s'est rendu compte que, contrairement à l'idée a priori, c'est que finalement, c'est peut-être les patients les plus âgés, le sous-groupe de patients les plus âgés qui a le mieux répondu. Vous voyez, comme quoi... 70 ans, c'est jeune. Oui, non, mais indépendamment de ça, je suis d'accord avec vous. Beaucoup d'informations qui donnent de l'espoir. Un dernier mot peut-être, Serge Gauthier. Oui, un dernier mot, c'est qu'en haut de 85 ans, la pathologie amyloïde est peut-être moins importante que d'autres types de pathologies avec des protéines qui ont encore seulement des numéros, le TDP, etc. Donc, il va falloir adapter la thérapie offerte aux gens selon le stade de leur maladie, mais aussi la comorbidité. On va essayer d'individualiser le traitement selon leurs besoins. Rappeler en tout cas l'importance de soutenir la recherche, parce que sans ce soutien de la recherche, on va encore perdre du temps. Et là, on sent qu'on a vraiment besoin d'un coup d'accélérateur. Fondation pour la recherche Alzheimer est présente exactement dans cet objectif. Et je rappelle d'ailleurs que sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer, le replay de Digital sera disponible dans très peu de temps sur Facebook, sur YouTube également. Beaucoup d'informations, je le disais, qui donnent de l'espoir pour aller plus loin. La Fondation Recherche Alzheimer vous propose une boîte à outils qui rassemble les adresses, les informations à connaître sur ce sujet, ainsi qu'un certain nombre de thématiques dont nous avons parlé aujourd'hui sur ces nouveaux médicaments porteurs d'espoir. Vous pourrez la télécharger sur le site des entretiens Alzheimer. Prenez encore une minute pour répondre au questionnaire de satisfaction sur Digitals. C'est important pour nous améliorer. Ce QR code vous donne la parole, et puis sortez vos agendas
agenda. Voilà, le QR code, il est là. Vous avez le temps de le flasher. 5, 4, 3, 2, 1. On est bon. Maintenant, vous sortez vos agendas, car comme vous le voyez, vous pouvez réserver la date des prochains entretiens Alzheimer 2024. Il y en a de plus en plus. Je dois avouer que je suis extrêmement admirative que la Fondation Recherche Alzheimer multiplie ainsi ces rendez-vous formidables qui permettent de rencontrer les chercheurs, de connaître ce qui se passe au plus près de chez vous. Donc cette année, Paris, Lille, Nantes, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Poitiers, Nice, Marseille et Lyon. La Fondation Recherche Alzheimer sillonne la France, soutenue par des partenaires fidèles depuis des années. Et c'est l'occasion, vraiment, je le disais, passez le message à vos proches qui sont en région. C'est l'occasion de poser vos questions et d'être mieux informés sur ce qui se fait, y compris à proximité de chez vous. Et puis, merci à tous ceux qui peuvent soutenir la semaine du cerveau en abondant le fonds neurocitoyen. Le mode d'emploi va s'afficher sur votre écran, là aussi avec un QR code. Les petits et les grands dons sont tous défiscalisés et chaque don aide à soutenir la recherche sur le cerveau qui en a grand besoin. Merci à tous nos invités, à leur enthousiasme et à leur persévérance, parce que c'est votre persévérance, vous les chercheurs, qui va nous permettre d'envisager un avenir meilleur avec la maladie d'Alzheimer. On sait que ça prend encore un peu de temps, mais on sait aussi qu'on n'a jamais été si près du but. Merci beaucoup à toutes les équipes, à toutes vos équipes, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais des dizaines, des centaines de personnes derrière vous travaillent à ces recherches et on les en remercie vivement. Bonne fin de journée à chacun de vous.